Ciné-Club de Rico présente le Ciné Talk Show de Rico. Invité de la semaine, Sébastien Veilleux. Avec votre animateur, Rico. Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour une émission spéciale. Aujourd'hui, je reçois mon ami Sébastien Veilleux. Si vous allez sur la page Facebook du Ciné-Club de Rico, vous aurez l'occasion de lire Sébastien et ses critiques. C'est, à mon avis, un des meilleurs critiques de films qui existent. Merci beaucoup. En ce moment, vivant dans ce monde. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je reçois pour la première fois mon vieil ami d'enfance dans mon décor de Ciné-Club de Rico, ma collection. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Elle est hallucinante. Je l'ai vu par épisode à travers tes chroniques. Mais sérieusement, c'est impressionnant de voir les murs couverts de films et la variété est incroyable. Ben, il y a du stock. Je manque pas d'idées. En effet, et de culture parce que c'est fou. Et Sébastien et moi, on s'est connus par le cinéma, on s'est connus au secondaire par le cinéma. Je me rappelle, toi, t'écrivais des scénarios déjà à l'époque, des scénarios de films. T'as continué un peu au travers du temps à faire ça. Mon premier court-métrage, qui était Nuit d'Osmose, c'est toi qui avais écrit le scénario. Fait on est des vieux chums, on est des vieux potes. On s'est perdu de vue un peu avec les années, mais on a gardé quand même le contact par écrit, on s'appelle. Et aujourd'hui, il est chez nous, donc je vais en profiter pour parler cinéma avec lui. Et vous allez en profiter parce que aujourd'hui, j'ai un beau petit sac, nos compliments ici, avec 10 films dedans. J'ai choisi 10 films et ça va être le point de départ d'une conversation de cinéma entre moi et mon vieux pote Sébastien Veilleux. Alors, il ne sait pas les films que j'ai pris là-dedans. J'ai choisi des films que je suis certain que ça va t'inspirer puis que tu vas dire, oui, OK, peut-être d'autres un peu moins, mais ça va être... j'ai pris des... J'ai triché, j'ai dit 10 films, il y en a 11. OK. Fait que, OK, on commence. Alors, le premier film que je vais sortir, c'est un film que j'ai pris parce que je sais que tu es un gars qui écrit beaucoup, tu as écrit des scénarios, tu as écrit beaucoup d'affaires. Et j'ai choisi, je sais pas, le film Wonder Boys de Curtis Hanson. Je sais pas si tu l'as... Je l'ai vu, ça fait longtemps. J'en garde un très bon souvenir. Ouais, avec Michael Douglas. Rapidement comme ça, Michael Douglas, là-dedans, c'est un professeur d'université qui écrit un livre, puis il y a le syndrome de la page blanche. Et tout va mal dans sa vie. En tout cas, mais c'est un film que moi j'avais beaucoup aimé, un film que Curtis Hanson avait fait c'était le réalisateur hot à ce moment-là, il avait fait LA Confidential. Oui. Qu'est-ce que tu penses un peu de Curtis Hanson? Toi, y a-tu des films de lui qui t'ont plus accroché? Moi, de Curtis Hanson, j'ai un de mes films préférés à vie. C'est un film HBO qui a fait qui s'appelait Too Big to Fail. Je l'ai même pas vu. C'est un film, en fait, qui raconte un peu la crise financière de 2008, mais comment est-ce que le gouvernement américain a renfloué les banques et comment, en renflouant les banques, on a floué les Américains. OK. C'est vraiment intéressant. C'est tiré d'un ouvrage très, 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 très sérieuse sur la crise financière de 2008. Et je sais pas, j'ai déjà vu le bouquin, il est ça d'épais. Je sais pas comment Curtis Hanson a réussi à en faire un film d'à peu près 2 heures, mais ça se suit. C'est plein de bons acteurs. Il y avait William Hurt là-dedans, d'ailleurs, qui jouait là-dedans. Il y avait plein d'acteurs. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec LA Confidential et tout, mais moi, personnellement, ce film-là, Too Big to Fail, je trouvais que c'était un des meilleurs films pour nous expliquer la crise financière de 2008. Puis c'est un film que j'admire, que j'ai vu plusieurs fois. Ça, c'est un film qui avait été fait pour la télévision? Ça? Pour HBO.
OK, c'est sorti à quelle époque, ça? Mais en 2011. OK, il l'a fait donc après Absolument, absolument. Ça doit être un peu vers la fin de sa carrière qu'a sorti ce film-là. Donc, Curtis Hanson, moi, écoute, c'est un film que j'avais pris parce que ça me faisait penser à toi, tu sais, un auteur, puis tout ça. Je me dis que ça t'est déjà arrivé un peu d'avoir le syndrome de la page blanche. Ça arrive à tous les auteurs un jour ou l'autre, là. Oui, puis en fait, ce que je me souviens de ce film-là, qui m'avait marqué, et c'est un truc un problème en commun avec le personnage, c'est que pour se donner de l'inspiration, il fumait du pot. Pourquoi pas? Et ouais, effectivement, puis le résultat, c'est que, je sais pas si tu te souviens à la fin, mais son livre, le manuscrit qui a pondu, est bourré de micro-détails qui fait que c'est pas lisable. Exactement. Puis je trouvais ça très pertinent. D'après moi, c'est tiré d'une histoire vécue. Ah oui, écoute, c'est Michael Douglas, je trouve là-dedans que c'est un de ses plus beaux rôles, des plus beaux rôles de sa carrière. Effectivement. Il est touchant, il est bon là-dedans, c'est drôle, c'est bien écrit comme film. Il y a Tobey Maguire là-dedans qui fait un peu son dauphin, là, un genre d'étudiant en littérature, qui se trouve être meilleur que son professeur. Tu sais, son professeur est jaloux de l'élève. Donc, si vous avez l'occasion de voir ça, Wonder Boys, super bon. Je pensais que tu en avais un souvenir un peu plus éclairé. Donc, je suis désolé. On va passer à un autre. Oh, celui-là, je me souviens que c'est un film que tu me parlais souvent, qui t'avait quand même pas mal marqué. C'est un De Palma, mais qu'on parle pas souvent. Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Il me semble que ça t'avait marqué, ce film-là. À l'époque, ça m'avait énormément marqué parce que c'est avec ce film-là que j'ai découvert les split screen. OK. En fait, pas vrai. C'est pas avec ça que j'ai découvert le split screen, mais l'avantage narratif d'utiliser des split screen. Puis je me souviens, j'avais beaucoup aimé ça, mais en toute franchise, je pense la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec toi. Donc, on parle de à peu près 30 ans. OK, mais en tout cas, c'est un... disons, une repompe un peu du Fantôme de l'Opéra, modernisé avec Paul Williams qui joue là-dedans. Donc, c'était complètement éclaté, ce film-là. C'était éclaté, puis c'est un film de De Palma dont les gens parlent pas tellement souvent dans sa filmo, mais ça reste un film intéressant. Puis c'est un peu toi qui me l'avais fait découvrir à l'époque. C'est pour ça que je l'ai sorti, parce que je me disais, écoute, c'est un film que tu m'as fait découvrir, puis c'est vachement intéressant au niveau visuel. Puis... Je me souviens, je l'avais lu dans un club vidéo à cause de la pochette et j'avais été totalement déstabilisé par ce film-là. Mais là, si je te demandais de me chanter une des chansons du film, tu pourrais pas. Oui, absolument. Attends, Attends, pense-y 2 minutes. OK. OK, là, j'ai choisi un film québécois. Moi, en tout cas, j'avais le goût de le sortir, celui-là. Tu me diras ce que t'en penses. Québec-Montréal de Ricardo Troggi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, oui, puis à ce moment-là, je me souviens très bien du moment où je l'ai vu au cinéma, puis ça avait été un moment marquant parce que à l'époque, on faisait des films, puis on rêvait d'en faire, et on se retrouvait devant un film qui c'était avec des acteurs, c'était des amis comme nous à l'époque, on tournait des films. Ben, c'est un gars de notre âge, tu sais, qui a vécu dans la même période que nous autres, à Sainte-Foy. Oui, Ricardo Troggi qu'on a croisé souvent. Puis, tu sais, c'était un concept simple, tu sais, deux voitures, 2 ou 3 voitures, je me souviens plus, il y en a pas. Dans la route pour s'en aller vers Montréal. Tu sais, c'était un concept simple, ça prenait pas beaucoup d'argent, ça prenait juste de l'imagination. C'est le genre de film que on aurait aimé ça y avoir pensé, tu sais. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que je trouve que Ricardo Troggi, corrige-moi si je me trompe, mais je trouve que ça a été un des premiers réalisateurs à vraiment parler de façon très claire et détaillée des préoccupations de notre génération. Absolument, avec horloge biologique. Horloge biologique. À partir du moment que tu as des enfants, faut-il absolument que tu fasses tout avec eux autres? Peut-être pas toutes, là, mais t'es souvent pogné avec eux autres. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que je savais d'être pogné pour en faire. Harry en parle pas mal? Tous les jours. Puis là, je sais plus vraiment quoi faire pour gagner du temps. Quand j'ai écouté Québec-Montréal, j'ai dit, bon, ça, c'est un réalisateur de notre génération. C'est le premier de la gang à vraiment mettre le doigt sur nos préoccupations, notre façon de voir la vie. Puis, il arrivait de la vidéo,
ça paraissait, il arrivait avec une nouvelle façon de montrer le cinéma québécois, avec quelque chose qui parlait à notre génération beaucoup, puis qui parlait à notre génération en termes d'individus, mais aussi au niveau cinématographique, avec quelque chose d'un peu plus que je sais pas quel mot employer, mais tu sais, on sentait que c'est un concept, puis que... Ben, c'est un vrai réalisateur. Absolument. Là, qui est inspiré aussi par d'autres films qu'il a vus dans sa vie. Ces autres films qu'ils ont fait après, c'est une continuation de Québec-Montréal, l'horloge biologique. Il en a fait un avec Louis Morissette aussi qui est intéressant. Je me souviens pas le titre. Moi non plus. Exactement. Il a fait sa trilogie aussi. Là, oui, sa quadrilogie. Quadrilogie, oui, c'est vrai. Ouais, il y a 4 films sur son enfance. C'est toujours intéressant les dialogues. Ce film-là particulièrement, il y a des répliques cultes qui sont restées. Là. Tu sais, on va aller chez l'Indien, tanker chez l'Indien, c'est moins cher. Pourquoi? Continue. On va aller chez l'Indien. C'est moins cher puis il en reste assez. L'Indien. Ouais. C'est la réceptionniste au magasin qui m'a parlé de ça. Quand elle monte à Montréal voir sa mère, elle arrête toujours dans le coin de Val-Alain chez l'Indien. C'est moins cher. Tu sais, le fameux gars, là, comment il s'appelait? Mike Govan. Michel Gauvin, Mike Govan. Michel Gauvin, Mike Govan. Ça, c'est resté, ça. Tu sais, quand tu dis qu'il y a un film, un peu comme Les Boys, tu sais, qu'il y a beaucoup de répliques qui restent. Mais Québec-Montréal, il a réussi ce coup-là avec ce film-là, parce que moi, j'entends encore aujourd'hui des gens dire Mike Govan, tu sais, on va aller se tanker chez l'Indien. C'est vraiment resté. C'est devenu vraiment un classique du cinéma québécois. Les acteurs sont bons. Tu sais, ce film-là, ça nous a fait découvrir Patrice Robitaille, entre autres. Moi, quand je rencontre une fille, il y a automatiquement un tri qui se fait dans ma tête, OK? C'est une botte potentielle ou ben non, c'est une fille avec qui j'aurais envie de vivre de quoi, tu sais. Il y a beaucoup plus de filles qui rentrent dans la première catégorie, mais ça, c'est pas de ma faute à moi, là, tu sais. Tu sais, on le connaissait pas Ben bien oui, avant ça. ensuite, ils avaient fait leur série, tout de suite après ce Mais film-là. Jean-François Rivard, que Ouais, toi, t'as quand même. j'étais allé à bien l'école, connu. j'étais allé au commun quartier avec lui. Ouais. Fait que, ouais, absolument. Fait qu'on est attachés. Moi, en tout cas, je trouve que Québec-Montréal, moi, je le mettrais dans les films importants du cinéma québécois parce que je trouve que c'est un film qui a changé un peu la donne pour le cinéma québécois. Il y en a une nouvelle génération. Ouais. Une nouvelle génération d'acteurs. Un nouveau souffle. Exactement. Tu sais. Alors, Ricardo Troggi. Bravo, Ricardo. On t'aime. OK, là, je ne pouvais pas faire autrement que sortir un Stallone. J'ai pris le premier sur le bord. En fait, celui que j'ai réécouté dernièrement. Puis je sais que c'est pas ton préféré, mais écoute, j'ai sorti Cliffhanger. Ah, il y a un disque lousse dedans. Cliffhanger, on est allé le voir ensemble au cinéma. Absolument, oui. On est allé le voir ensemble Au Galerie La Capitale. Ben, on a un attachement quand même à Stallone. Tu sais, je veux dire, on a toujours aimé Stallone. On en parlait beaucoup quand on était plus jeune, puis c'est pour ça que ça prenait un film de Stallone. Là, j'ai vu Cliffhanger, je me suis retapé la semaine passée, donc il est franc à ma mémoire. OK. Je me rappelle quand on était allé le voir au cinéma, tu sais, t'étais pas sorti de la salle, le gars le plus enjoué du monde. Ben, le pire, c'est que je me souviens plus de ce moi, je l'aime, ce film-là. Ouais, tu l'aimes. Je le trouve sympathique. Avec le temps. Mais c'est sûr qu'à par la suite, Ace Ventura l'a un peu perverti. Je me demande si Stallone a laissé tomber la fille ou un raton laveur. Sylvester Ventura dans les montagnes. Exactement. Mais non, c'est le genre de film typique des années 90. Tu sais, c'était bourrin, complètement exagéré, Ouais. mais en même temps, il n'y avait pas de CGI, c'était super sympathique. Moi, tu sais, tu parlais des répliques. Moi, une réplique de ce film-là, c'est... Ben, John Lithgow, c'est lui qui a les meilleures répliques du film, là. Ah, tu veux me tuer? Prends un ticket puis fais la file. Oui, non, et voilà, exactement. Puis il y avait... Tu veux savoir c'est quoi l'amour, le sacrifice, puis il tue la fille. You know what real love is, Crystal? No. Sacrifice. C'est un vrai badass, un vrai bad guy là-dedans. Ah oui, non, tout à fait. On avait John Lithgow, on l'avait vu dans Ricochet une année avant, puis... Qui était, ouais, effectivement. Puis non, moi, c'est un film, je trouve, ça rentre vraiment dans la catégorie des plaisirs coupables, Ouais. mais je le trouve sympathique. Mais René Harlin, ce que j'ai constaté quand j'ai réécouté Cliffhanger,
Rennie Harlin, tu sais, il venait du film d'horreur. Il avait fait un film de Freddy, je pense le 4e. Il a fait quelques films d'horreur. Puis ça l'a qualifié, ça, les succès qu'il y a eu là-dedans pour faire la suite de Die Hard. 58 minutes pour vivre. Puis 58 minutes pour vivre, c'est peut-être son film le mieux réalisé. Puis on se rend compte que la raison pour ça, c'est qu'il a tout simplement étudié Die Hard puis il l'a refait. Tu sais, il a pompé la mise en scène de John McTiernan, puis il a fait à peu près un copier-coller sur le deuxième film, qui se passe d'un aéroport au lieu de se passer dans un building. Mais quand j'ai écouté Cliffhanger, je me suis dit, c'est un gars qui a il est sur un gros terrain de jeu, il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de moyens, puis à mon avis, le problème, c'est que, écoute, c'est une grosse production, mais que c'est pas un très bon réalisateur, en bout de ligne. C'est un réalisateur, tu sais, je me disais Cliffhanger, quand je l'ai vu, c'est le fun, mais je pense que c'est un concept qui aurait été encore meilleur par un réalisateur, meilleur que Rennie Harlin. Quand on regarde ce qu'il a fait dans sa carrière, tu sais, The Long Kiss Goodnight, c'était très approximatif. C'était vraiment très mauvais. Par contre, j'avais bien aimé Deep Blue Sea. Je sais pas si tu moi, je me souviens de Samuel Jackson qui se fait manger par le requin. We're gonna seal off this. Puis dernièrement, j'ai revu Cutthroat Island, qui s'était fait anéantir à l'époque parce qu'il était sorti l'année de Seven, de Heat, tu sais, c'était une grosse été, puis il est sorti durant cet été-là, puis on s'entend, le scénario, il est plein de trous, mais c'est extrêmement spectaculaire, puis tu sais, je suis pas en train de le défendre, de dire c'est un grand film, mais moi, je suis étonné, là, tu sais, je suis rendu à un âge vénérable. Puis, les films des années 90 vieillissent bien, même ceux qu'on trouvait poches à l'époque. Mais Cutthroat Island, je me souviens bien, c'était un projet que Michael Douglas devait jouer là-dedans. Il y avait tellement d'argent, puis écoute... C'est le film que tu veux, Carole Co puis Mario Kassar. Oui, ils ont trop mis leur bille sur ce projet-là, puis encore une fois, ils ont surestimé, je pense, Rennie Harlin. Je pense que c'est un projet qui aurait été encore mieux fait par un autre réalisateur. Il tournait avec sa femme, fait que tu sais... Il tournait avec sa femme, puis disons, il a peut-être un peu abusé des ralentis dans le film, parce que si t'enlèves tous les ralentis du film, je pense que ça fait un film d'1h20. En effet. Il a essayé son film de pirate. Te souviens-tu de La Haine? Ah ben oui. La Haine de Mathieu Kassovitz. Je me souviens, j'avais été voir au cinéma, il y avait des sous-titres à l'époque. Ben oui. Parce qu'on comprenait pas ce qui se disait. En fait, ce que je me souviens, quand on était allé le voir au Clap, il nous donnait un lexique quand on rentrait pour nous donner l'équivalent des expressions qu'on connaît ici, comme des keufs. C'était des policiers. Moi, je savais déjà ça. J'étais déjà au courant. Là. Mais... Moi, tu vois, puis là-dedans, tu sais, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Moi, c'est rentré dans mon langage. Là. Mais la direction photo du film était extraordinaire. Puis c'est un film, on parlait tantôt de Québec-Montréal pour le cinéma québécois, mais ça, pour le cinéma français, ça a été important, ce film-là. C'est un méga choc. Là. Ouais, c'est un méga choc parce qu'on tournait dans les cités avec tu sais... On n'avait pas vu ça bien avant, La Haine. Là. Non, je pense pas. Puis c'est un film qui nous a fait découvrir Vincent Cassel. Il était-tu bon là-dedans? Hein? C'était écœurant. Tu sais, on le connaissait pas à l'époque et qu'il était 2 fois plus impressionnant. Il incarnait ce personnage-là. C'est effectivement ça, je pense que c'est un film. Tu sais, tantôt tu parlais de Québec-Montréal, ça avec. Tu sais, je pense que c'est un game turner dans le cinéma français. D'accord. Quand c'était sorti, là, tout le monde parlait de La Haine. On était allé le voir au Clap, je pense, avec Hugues Lepage, avec toute une gang d'amis. Puis on avait capoté sur ce film-là. On était tous sortis en se disant c'est un coup de génie. Là. Ouais, c'est un choc total. Puis tu sais, Vincent Cassel, dans le fond, tu sais, qui dans le film reprend un peu le personnage de De Niro dans Taxi Driver. C'est à moi que tu parles, connard! C'est à moi que tu parles, là! Oh, c'est à moi que tu parles! Mec, c'est à moi qui parle, ce cul! C'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, mec! Dans le fond, c'était intense, sa performance, presque autant que celle de De Niro dans Taxi Driver. Là, c'était l'équivalent. Là. Ah oui, absolument. Mais non, La Haine de Mathieu Kassovitz, ça a vraiment marqué notre génération. Puis je pense que c'est un film qui a influencé beaucoup de gens, de jeunes réalisateurs aussi, là, qui ont pris des notes après avoir vu ce film-là.
Ah, ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Les bons débarras de Francis Mankiewicz, ça, c'est une des grandes œuvres du cinéma. Es-tu d'accord? Absolument. Puis j'ai une anecdote à te raconter à propos de ce film-là. Ouais. Ce film-là, tu sais, moi, depuis que je suis tout jeune, on me dit que c'est un classique. Ouais. Puis je le trouvais sombre. Tu sais, je parle de visuellement, tu sais, je trouvais que c'était un film qui était pas bien éclairé, puis j'avais des problèmes à un moment donné avec ce film-là, puis mais tu sais, quand tu te fais dire depuis que t'es jeune, ça c'est un classique, tu touches pas à ce film-là, Ouais. tu fais ok, ben je l'aime le film. D'accord. Puis un moment donné, pendant le confinement, en 2020, il passe à Télé-Québec. Tu t'es réconcilié avec? En fait, il passe le soir tard, je pense, à 11h30. Moi, je suis couché, puis je fais comme... le film est en background. J'ai les yeux fermés. Je fais juste écouter les répliques, la musique, le son. Et là, je découvre la poésie de l'auteur, comment il s'appelle donc? Régent Ducharme. Régent Ducharme. Ouais. L'ambiance sonore, et là, je suis comme, je veux pas ouvrir les yeux, là. Je suis en train de vivre le film, les yeux fermés, puis je capote, je l'écoute jusqu'à la fin. Étais-tu mieux éclairé de même? Maman, j'ai trop de misère à l'école. J'haïs trop ça. Si tu m'aimais, tu m'enverrais pas là. Tu me garderais avec toi. Ça te mènerait loin dans la vie. À côté de toi, c'est assez loin. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Je vais te servir. Puis je vais te donner tout ce que tu vas vouloir. Où tu vas prendre tout ça? Ça dépend ce que ça te prend. Si je peux pas le gagner, je vais le voler. Tu me crois pas, hein? Toi aussi. Si je peux pas te gagner, je vais te voler. Tu vas me voler. S'il faut. Je vais t'enlever. T'aimerais pas ça? Je vais te sortir de ton trou, puis je vais te cacher. Quelque part. Personne va pouvoir profiter de toi. Abuser de toi. Te faire des choses plates pas ennuyantes. Où ça, dans ma tente? Dans mon cœur. Mais après ça, je l'ai revu. Et là, je comprenais. Là, aujourd'hui, c'est un film que j'adore profondément. Ouais. Mais c'est vraiment un film que j'ai découvert par la sonorité. Ben, écoute, je pense pas qu'il existe un autre film comme celui-là. Ne serait-ce que, comme tu dis, pour la poésie des dialogues, la façon dont c'est écrit, on a l'impression comme dans une espèce de bulle, tu sais, quand on écoute le film. Puis c'est une histoire d'une mère avec sa fille. Hein, on est dans un milieu un peu difficile. Absolument. Une petite fille qui est rough, qui est dure. C'est pas nécessairement un film facile, mais c'est tellement un beau film par les répliques. C'est magnifique. Il y a des bonnes performances. Il y a Germain Hood là-dedans qui fait un paumé, qui arrête pas de boire. Roger Lebel qui est excellent là-dedans. Louise Marleau, Gilbert Sicotte. Je me souviens d'une scène où Gilbert Sicotte et Charlotte Laurier étaient en train de marcher sur le bord de la rue. Puis là, Gilbert Sicotte est en voiture, il arrête, il dit « T'es-tu à pied? » Elle dit « Oui, ça marche mieux. » Non, mais il y a tellement de bonnes répliques dans le film. Puis, moi, en tout cas, si vous connaissez pas Les Bons Débarras, c'est vraiment un des plus grands films québécois de tous les temps. Tu sais, le film a une belle réputation internationale. Quand le film est sorti, c'est un film qui a bien marché à l'extérieur du Québec. Absolument. Ça a été reconnu. Régent Ducharme, je pense qu'il a toujours resté un peu dans l'anonymat, hein, Régent Ducharme. Il n'a jamais voulu être vraiment connu. En fait, il y avait une ou deux photos de lui qui circulaient. Les gens du Saguenay savaient exactement où il habitait parce que lui, il était friendly avec tout le monde, mais il ne voulait pas faire d'entrevue. Moi, j'ai connu quelqu'un qui l'a connu, tu sais, qui l'a connu personnellement, là, qui a même signé quelque chose. Là, il était super gentil, mais lui, tu sais, c'était comme, je ne veux pas passer à la télé, je veux pas qu'il y ait d'images qui circulent sur moi. En tout cas, Les Bons Débarras, ça, c'est un film qui nous a marqué, assurément. Toi, ça t'a marqué sur le tard, mais... Exact, mais en même temps, c'est ça aussi la cinéphilie, puis de découvrir un film comme ça, tu sais, un peu de façon étrange,
Moi, c'est pas le seul film que j'ai découvert un peu. Tu sais, il y a des films que j'ai découverts en épluchant des patates. Parce que je t'ai occupé, puis que ce film-là, je l'aurais pas toffé autrement. Puis là, je t'ai occupé, puis là, à un moment donné, je fais comme puis j'embarque. Grâce aux patates, ça a marché. Grâce aux patates, ce qu'on fait pendant qu'on est en train d'écouter un film, des fois, ça joue beaucoup. Bon, fait qu'on sort un autre film? Allons-y. City Slickers avec Billy Crystal. On est des gars dans la cinquantaine, tu sais, qui veulent vivre toutes sortes de choses. Hein. On arrive à un point de notre vie où on est désespéré de vivre des nouvelles aventures. Et c'est le cas de Billy Crystal là-dedans. Billy Crystal qui était comme sur une lancée quand il a fait ce film-là. Il avait fait When Harry Met Sally. Il a fait ce film-là. Écoute, c'est le meilleur animateur qu'il y a eu aux Oscars. Mais City Slickers, c'est un film qui est intéressant. Un western avec du monde comme nous autres, là, dans le fond. Tu l'avais-tu aimé, ce film-là? Oui, je l'avais bien aimé. Pour moi, c'est pas un film non plus marquant. Ouais. Mais oui. Ben écoute, c'est des films, je les ai pris un peu random c'est bien correct. Puis quand Jack Palance là-dedans, Jack Palance. Il est super le fun. Ben oui, qui fait comme le chef des cowboys qui les reçoit là, dans ce week-end-là. Ouais, ils doivent escorter un troupeau de vaches à travers un... Mais non, le film est super intéressant. Puis Jack Palance avait gagné l'Oscar du meilleur acteur. Tu te souviens, il avait fait des push-ups il était allé en avant puis il avait fait des push-ups à une main en allant chercher son Oscar. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Ben regarde, on regarde l'extrait. Donc, City Slickers, donc on va le mettre de côté. On va essayer d'en trouver un que tu as vu plus récemment. Annie Hall de Woody Allen. Film marquant, c'est pour moi Annie Hall. C'est-tu ton préféré de Woody Allen ou Annie Hall? J'aurais tendance à croire que c'est Harry dans tous ses états, mon préféré. Ah oui? Ah, ça me surprend, là. I'm a more powerful than you because I'm a bigger sinner. Because you're a fallen angel, and I never believed in God or heaven or any of that stuff. I'm strictly, quarks and particles and black hole. That's all the other stuff is junk to me. So and also I do terrible things. I've cheated on all my wives, and none of them deserved it. I sleep with whores. I drink too much, and I take pills, and I lie, and I'm vain and cowardly and prone to violence. Violence? I once almost ran over a book critic with my car, but it swerved at the last second. Mais non, mais je l'ai beaucoup aimé aussi, pas parce que je trouve que c'est un Woody Allen mineur, mais c'est parce que la plupart du temps, c'est pas ce titre-là qui ressort quand on parle avec un fan. Je sais que tu es un fan de Woody comme moi, là. Ben oui, puis en même temps, j'ai un problème avec, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans sa vie a fait en sorte que je l'ai un peu boudé. Puis en tant que cinéphile, ça me pose problème d'avoir cette espèce de relation-là avec... mais j'ai comme pas le choix. J'ai arrêté d'écouter du Woody Allen à cause de ça. Mais Annie Hall, ça a été un... Annie Hall, à l'époque, ça a été un choc. Dans le sens où c'est brillant. C'est un film qui se réécoute bien parce qu'il y a tellement de répliques. Tu sais, c'est... Puis Diane Keaton est extraordinaire, sa performance là-dedans. Ouais, absolument. Puis, tu sais, c'est un petit film qu'on aurait pu penser nous-mêmes, mais évidemment avec un espèce de génie de la réplique. Ben, moi, j'ai lu son livre, Woody Allen. Il a sorti un livre là, sur sa vie, là. C'est intéressant de le lire parce que tu peux capter un peu des nuances. Il y a toutes sortes d'histoires autour de lui, puis il y a toutes sortes d'affaires. Mais c'est quand même intéressant de lire le livre, puis de voir un peu son point de vue sur tout ça. Mais c'est un gars qui, je pense qu'il avait 13 ou 14 ans, puis il écrivait déjà des textes humoristiques pour des magazines américains. Il avait 13-14 ans, puis il gagnait plus cher que ses parents. C'était un génie oui, absolument. Pour l'écriture. Puis, quand tu regardes ses premiers films, Sleeper, Banana, c'était drôle. Là. C'était vraiment un gars qui avait le sens
Puis il s'est attaqué en plus à tous les genres. Il a fait un paquet d'hommages. Tu sais, vraiment, j'ai beau dire que je le boude, mais ça reste un réalisateur qui a évolué. Tu sais, tantôt on parlait des réalisateurs qui vieillissent bien. C'en est un, ça, qui jusqu'à la fin, il trouvait le moyen de se réinventer à peu près tout le temps, tu sais. Son dernier film, il l'a tourné en français, hein? Semble-t-il, oui. Ouais. Puis j'ai jamais... Je l'ai ici, c'est bon. Écoute, il a toujours gardé cette constance-là, tu sais, même si ses moins bons films étaient quand même bons, là. Absolument. Il a vraiment fait des trucs intéressants. Donc, Annie Hall, je me souviens que c'était un film dont on discutait à l'occasion. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I Just give my maddening. opinion? This is a free country. He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. Ça, écoute, The Bridge on the River Kwai. Ouais, là, tu parles... un gros morceau. Oui, là, tu tombes sur quelque chose. Moi, c'est parmi mes 3 meilleurs films à vie. Ouais. Le rapport entre les deux commandants là-dedans, je trouve que c'est un très gros morceau au niveau de... Tu sais, t'as Laurence d'Arabie qui est probablement le meilleur film de David Lean. Mais ça, il y a vraiment une profondeur dans ce film-là parce que t'as vraiment un commandant qui est là puis qui essaie de trouver un moyen de sauver ses hommes. Puis en trouvant le moyen, c'est le pont en fait, ces hommes ont l'ingénierie, ont les connaissances pour fabriquer un pont, des connaissances supérieures aux connaissances des Japonais. Puis il va se perdre là-dedans parce qu'il va faire une fixation sur le pont puis sur cet héritage-là qui veut laisser. Puis je trouve qu'il y a vraiment une profonde réflexion sur la nature humaine. Comment est-ce qu'on peut se perdre tout en étant de bonne foi? Puis l'espèce de confrontation aussi entre les deux commandants qui cherchent à se prouver mutuellement qu'ils ont de la valeur puis qu'ils sont nobles, tu sais. Tant le japonais que lui. Puis ils se perdent là-dedans. Donc, moi, grand film. Moi, c'est drôle parce que j'ai eu des conversations autour de David Lean avec 2 de mes grands amis. Là. Nick, qui lui, il tripe sur Laurence d'Arabie. Mais bon, nous autres, on l'aime aussi. Là. Mais pour lui, c'est un de ses plus grands films. Je suis d'accord avec lui dans le sens que Laurence d'Arabie, c'est quasiment... David Lean, c'est un peu lui qui a comme inventé ça, les grands films spectacles américains. Là. Tu sais, dans le fond, on pourrait dire que Spielberg, c'est le David Lean 2.0. Là. On pourrait dire que c'est ça parce que David Lean n'existe pas puis Spielberg n'existe pas non plus. Là. Tu sais, c'est un... Spielberg a vraiment été très, très, très inspiré par David Lean, par ses films. Puis Bridge on the River Kwai, c'est du même niveau que Laurence d'Arabie. Absolument. C'est pas juste un film de guerre, c'est pas juste un film d'action. Il y a une belle réflexion qui passe là-dedans. Il y a exactement comme dans Laurence d'Arabie, tu sais. Mais je trouve, pour moi, j'ai une affection pour le pont de la rivière Kwai à cause de la finale. Tu sais, quand Alec Guinness il est devant le pont, puis là, il se rend compte que les Alliés veulent détruire le pont, puis là, lui, il tue quelqu'un carrément pour protéger le pont, puis là, il se rend compte de sa folie, mais il est trop tard. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ah non, moi, c'est quasiment shakespearien comme finale à la fin du film. Là, absolument, c'est touchant, puis ça montre la folie de la guerre. Puis à travers tout ça, t'as un film d'action quand même. Il se passe beaucoup d'action dans le film. C'est ça la force de David Lean, c'est que t'as de la profondeur et du spectacle en même temps. Ouais. Absolument. Donc le pont de la rivière Kwai. On arrive quasiment au bout de notre sac. OK, là, j'avais le goût de prendre une comédie niaiseuse des années 80. Tu sais comment que j'aime ça. Puis je sais pas si t'as des souvenirs de ce film-là. Moi, c'est un film que j'aime bien. C'est tellement con. En même temps qu'un des plus grands acteurs hollywoodiens, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est Le Palace en délai, Bachelor Party avec Tom Hanks. Tantôt tu parlais de plaisir coupable. Ça, c'est un de mes plaisirs coupables de Bachelor Party. Better known as Nick the Dick. Nick the what? The Dick.
Je l'écoute au moins une fois par année, ce film. OK. Ouais. T'en souviens-tu? Je l'ai vu. Écoute, c'était un de mes films que quand j'étais jeune, mais ça fait 40 ans que je l'ai vu, là. Qu'est-ce que t'attends pour le réécouter? Je vais le réécouter dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Parce qu'il s'en fait plus des comédies comme ça aujourd'hui. C'est vrai. To girls with big tits. Good point. Good point. Tu sais, c'est vraiment aujourd'hui, écoute, le 3/4 de ce qu'il y a dans ce film-là, ça passerait plus aujourd'hui au conseil, là. My name is Tim. I'm always available. By the way, I also do engine work on BMWs. Tu sais, c'est un gros party qui est organisé là-dedans. Tom Hanks, il apprend sa gang de chums qui va se marier. Puis il sort avec une super belle femme, tu sais, qui a bien de l'allure. Là, il annonce à sa femme, tu sais, les gars vont m'organiser un enterrement de vie de garçon. Et elle lui pose la question, chérie, à ton enterrement de vie de garçon, est-ce qu'il y aura des putes? Là, il détourne la question, hein, pis tout ça. Mais évidemment qu'il va y avoir des putes, évidemment qu'il va y avoir de la drogue. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène dans le film où il y a des gens qui entendent, tu sais, dans l'hôtel qu'il y a un party. Ils vont ouvrir la porte, puis il dit, OK, la drogue, c'est là, les putes, c'est là. Tu vois, tous les gars s'en vont du côté des putes, puis les filles vont du côté de la drogue. Ils font même rentrer un âne dans l'hôtel. Mais c'est complètement délirant. Et pour moi, tu sais, si j'avais à jaser avec Tom Hanks, je parlerais pas avec lui de Saving Private Ryan ou de Forrest Gump. Je dirais, parle-moi de Bachelor Party. Mais c'est drôle parce que Tom Hanks, contrairement à beaucoup d'acteurs qui renient leur premier film qu'ils ont fait, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui diraient, non, j'ai pas joué dans Bachelor Party, c'est un gars qui me ressemblait, là. Mais Tom Hanks renie pas ses premiers films. Tu sais, il dit même qu'il y a une certaine affection pour ces films-là. Ben, en plus, il apportait vraiment quelque chose à ces films-là parce que, tu sais, avec sa face... Ben oui, on voyait déjà que c'était un bon acteur. Absolument. Ça s'appelle The Volunteers aussi, avec John Candy. J'ai adoré Volunteers. Ça, je l'ai revu souvent. Avec Mike et mon couteau. Quand il est dans l'avion, quand il propose à l'actrice qui va devenir sa femme, tu sais, puis là, il dit... Rita Wilson. Ouais, Rita Wilson, puis tu sais, c'est... Il demande s'il peut coucher avec, tu sais, puis là, elle gifle, mais pourtant, j'y ai mis le temps. Ça fait 12 heures qu'ils sont en avion. Écoute, moi, j'adore le Tom Hanks de ces années-là. Tu vois, je l'ai pris, dans le fond, c'était pas parce que je voulais que t'en parles, c'est parce que moi, je voulais en parler. Pas de souci. Ben, c'est parce que, dans le fond, tu sais, c'était pour amener le sujet dans que les comédies comme ça existe plus, tu sais. Bachelor Party, c'est vraiment un artefact de cette époque-là, tu sais, c'est le fun qu'on y revienne un peu. On trouvait ça un peu, peut-être, dans les American Pie qui avaient été faits. Absolument. T'avais-tu aimé ça, les American Pie? J'ai bien embarqué. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que c'était bien. Puis en même temps, il y avait quand même, dans American Pie, il y avait le côté un peu grivois de ces films-là. Mais en même temps, il y avait un côté un peu éducatif à travers tout ça, parce qu'il parlait de la contraception, il parlait des relations sexuelles, des problématiques que les jeunes ont à avoir leur première relation. T'avais Eugene Levy là, qui faisait le père de Jim là-dedans. Mais dans le fond, c'est un bon père. T'sais. Il veut toujours aider son fils, le couvrir, les personnages étaient attachants, puis ils ont fait des suites. Puis on comprend pourquoi, là, je veux dire, ils ont créé un univers qui était tout à fait cohérent. Ouais, puis on se reconnaissait là-dedans. Tu sais, qui a pas un jour dans sa vie qui s'est pas retrouvé à l'urgence avec sa main scotchée sur une cassette de film porno. Donc non, j'avais bien aimé. Quand tu vois, il y a même Gaïa d'accord avec nous. Donc, il en reste un qui est... tu vas sans doute, ça va te dire de quoi? Chinatown de Roman Polanski. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Voyons, je pense que je l'ai vu avec toi. Ouais. Mais non, effectivement. Ça, c'est un des grands films américains. Moi, Polanski, c'est demeuré un de mes réalisateurs préférés. Moi, j'adore ce réalisateur-là. Écoute, Rosemary's Babies, Chinatown, Tess. J'avais beaucoup aimé Tess aussi. Il a fait beaucoup de films, The Fearless Vampire Killers. Oui, tout à fait. Un réalisateur qui a touché quand même à beaucoup de genres de films. Puis moi, Chinatown, tu sais,
c'était souvent reconnu par des experts en la matière comme étant Ben, au un des niveau, scénarios le parfaits. scénario, effectivement, qui est assez hallucinant, là. Ouais. Avec Jack Nicholson qui joue le rôle de Jake Gittes, qui est un détective privé qui va tomber dans des sombres affaires là-dedans. Il y a Faye Dunaway qui joue là-dedans, qui est extraordinaire aussi. Donc, Chinatown, c'est un film que... On l'avait découvert ensemble, Chinatown? Me semble que oui, mais en même temps, regarde, peut-être pas, mais... T'as pas eu l'occasion de le revoir? Ah oui, c'est un film que j'ai revu. C'est un film que j'ai revu souvent. Ça fait partie des films, ça, que... Il y a un certain nombre de films que s'ils passent à la TV, puis ça, entre autres, à Télé-Québec, là, ça passe, là. Si je m'assois devant, je ne peux pas ne pas le finir. Non, parce que on est le rythme de ce film-là, l'ambiance. Ouais. On est dans le film noir américain, tu sais, un peu comme dans les années 50, mais modernisé un peu. Exact. Ah oui, non, moi personnellement, puis la finale qui est déchirante, puis tu sais. Ça finit mal, le film. Ah oui, ça finit sombre sur un foutu moyen temps, puis. Penses-tu qu'aujourd'hui, il y aurait les couilles de faire une fin comme ça sur un film aujourd'hui? Ben. La réponse, je pense que oui. Je pense que C'est un film de gros studio, là. Tu sais, c'est Paramount Pictures qui avait produit ça à l'époque. Puis, tu sais, c'était quand même... il sortait beaucoup de bons films dans ces années-là. Tu sais, c'était des années où on prenait des risques au niveau du cinéma. Ne serait-ce que le bandage d'en face de Jack Nicholson sur le nez. Les producteurs voulaient absolument pas, puis Polanski, il tenait mordicus. Tu sais. Il voulait mettre un bandage dans la face à Nicholson. Sinon, Sébastien, dernièrement, dans les récents films que tu as vus, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs, des choses que tu as vues dernièrement qui t'ont marqué? Peut-être des films nouveaux, des trucs que tu as vus dernièrement? Ben, tantôt on parlait de Aki Kaurismäki que j'ai découvert dernièrement, puis que c'est un choc avec Le Havre particulièrement. Je trouve que ce réalisateur-là, je le découvre sur le tard, je me rends compte qu'à peu près tout le monde le connaissait, sauf moi. En fait, j'avais vu les pochettes, j'avais vu, je connaissais le nom. Mais ça avait de l'air sombre, ça avait de l'air pas du tout le cas. intello. Pas du tout, c'est des films lumineux avec des personnages qui sont vraiment intéressants. Fait que oui, c'est... Tu as vu Les Feuilles mortes aussi? J'ai vu Les Feuilles mortes que j'ai adoré. La vie de bohème. Oui, tout à fait. Dernièrement aussi, j'ai découvert Bruno Dumont. J'avais déjà vu France de lui avec l'actrice, celle qui joue dans James Bond, là. Celle-là, là. Celle-là. Puis, mais non, dernièrement, j'ai découvert ces comédies, entre autres une série qu'il a faite qui s'appelle Coin Coin et les Inhumains. Je vous le conseille fortement. On est vraiment dans un univers extrêmement particulier. On commence, on se dit ça va être complètement con, puis on tombe sous le charme de ces personnages-là qui sont complètement... Grosso modo, c'est te donner un peu le concept, c'est des body snatchers qui décident d'envahir un petit village de paumés là, dans le nord de la France. Là. Puis t'as la moitié de la population qui s'en fout. T'as l'autre moitié de la population qui capote. Puis t'as les deux flics qui sont vraiment bizarres, qui enquêtent là-dessus. Mais finalement, c'est une bande de jeunes qui vont résoudre le mystère. Mais sérieusement, Bruno Dumont, si vous le connaissez pas, c'est un réalisateur français à découvrir. Donc, c'est la recommandation de Sébastien Veilleux. Alors, merci, mon cher ami. Ça a été le fun de faire une petite tournée de films. Certain que... Merci à toi. Qui n'était pas frais dans ta tête, mais c'est pas grave. Effectivement. Ça nous a permis de faire des petits détours vers autre chose. Ben, en même temps, c'est ça le plaisir de jaser des films, là. C'est sûr que là-dedans, il n'y a pas grand... À part ces deux-là qui sont Chinatown puis Le Pont de la Rivière Kwai. Puis Bachelor
Trailer Park Boys aussi. Oui, absolument. Qui est le prochain sur ta liste, là? Absolument, mais non, effectivement, j'ai bien du fun à discuter de ça avec toi. Ah, good. Fait que, en tout cas, merci d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez-nous un petit pouce si vous aimez la conversation. Et allez lire Sébastien et tous les autres qui font des petites chroniques sur la page Facebook du Ciné-Club de Rico. Et n'hésitez pas vous-même à aller poster vos propres critiques de films. On va vous lire puis on a hâte d'entendre et de lire vos suggestions de films et vos critiques. Donc, merci tout le monde et je vous dis à la prochaine. Bon cinéma. Just where do you guys think you are? The Library of Congress? Detroit? Beyond the sun? Any of those right? This is the Parkview Hotel. I am the hotel manager. This is a respectable establishment. We don't go for any funny business here. Careful. So I see.